Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. On parle beaucoup des dépenses très importantes faites par les différents partis politiques fédéraux, des dépenses en publicité. On pourrait imaginer qu'ils les prennent dans les journaux, à la télévision, oui, un peu, mais beaucoup dans les médias sociaux. Alors, on en discute avec le professeur en communication à l'Université de Montréal, ex-directeur général de l'information de Radio-Canada et surtout ex-auteur d'un livre qui m'a vraiment asséné un coup de poing, Les barbares numériques, Alain Saunier. Bonjour, Alain. Oui, bonjour. Ben, j'ai toujours adoré le titre de ce livre parce que pour moi, il y avait un rappel des invasions barbares, qui était le titre d'un film de Denis Arcand. Mais c'est vrai que ces barbares numériques sont à la conquête du monde et même nos politiciens qui sont supposés encadrer leurs actions nourrissent la machine. C'est ce qu'on constatait dans cette étude-là, que les conservateurs ont dépensé près d'1 million de dollars cette année avec Facebook. Comment expliquez-vous cette dépendance? On est comme des junkies aux réseaux sociaux? Je pense pas qu'on soit des junkies, mais je pense qu'on a de moins en moins le choix. Parce que l'univers de la communication, elle est détenue de fait par les grands réseaux sociaux. Que ce soit les réseaux sociaux américains comme Instagram ou Facebook, ou TikTok, qui est de propriété étrangère aussi. Mais donc, tous les réseaux sociaux sont de propriété étrangère. Alors, on est coincé d'une certaine manière parce que c'est comme si on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas contourner ces réseaux-là, ces canaux-là pour pouvoir faire de la communication au Canada. Mais aujourd'hui, force est d'admettre que certaines générations ne sont pratiquement atteignables que par les réseaux sociaux. Ben c'est là, je dirais, le drame, entre guillemets, c'est que si on veut retrouver la communication avec les plus jeunes, les moins de 35 ans, ben on est obligé de passer nécessairement par les réseaux sociaux. Même les médias de nos jours, tu sais, on parle aujourd'hui dans l'article du Devoir, on parle des partis politiques. Ils font bien la distinction dans le cas du Parti libéral qu'il s'agit du Parti libéral et non du gouvernement qui fait la publicité. C'est important de distinguer les choses. Mais même les médias vont de plus en plus, puisqu'ils ont été exclus de Facebook et Instagram, ils sont maintenant en train de se ranger du côté de TikTok. Alors, c'est donc dire que oui, absolument. Et donc, les réseaux sociaux continuent à dominer l'univers de la communication. Et puis, bon, TikTok vient de s'ajouter à cet ensemble-là. Déjà, bon, là, Alain, il faut que vous nous expliquiez, à moi en tout cas, TikTok est devenu le réseau social le plus important, assez pour que des entreprises sérieuses comme des médias d'information cherchent à y être présents. Oui, absolument, parce que qu'est-ce qui se produit, Pierre, c'est que les médias avaient la possibilité, à travers Facebook et Instagram autrefois, de rayonner puis de faire en sorte que leurs reportages, leurs articles soient lus par un plus grand nombre que ceux qui étaient strictement abonnés ou des lecteurs fidèles ou des auditeurs et téléspectateurs fidèles de leurs propres médias. C'est donc dire que maintenant, lorsqu'ils veulent pouvoir rayonner davantage que dans leur strict réseau d'entreprises, de médias, ils vont maintenant tenter d'aller du côté de TikTok. Pourquoi? Parce que c'est là que les moins de 35 ans se retrouvent. Alors, si vous voulez les atteindre, il faut passer par les réseaux sociaux et la porte étant fermée maintenant du côté de Facebook et Instagram, TikTok devient de plus en plus une avenue pour contourner ce boycott que Meta fait à l'égard de la loi C-18 au Canada. Est-ce qu'on est toujours les seuls à avoir avancé en territoire législatif pour demander une rétribution? Il y a eu une tentative dans ce sens-là en Australie, mais le Canada est-il le seul pays où il y a une législation qui a été adoptée et en vigueur? Non, c'est-à-dire qu'il existe aussi une législation du côté de l'Union européenne qui n'est pas du même type, si on veut. Mais par exemple, c'est en vertu de cette entente qui existe à l'intérieur de l'Union européenne, on ne peut pas faire de concurrence déloyale entre les médias. On ne peut pas imposer certains types de choses. On doit se conformer et respecter les règles. Alors, ça signifie que éventuellement l'Union européenne pourrait aussi revenir contre Meta ou toute autre entreprise qui ne voudrait pas respecter les règles de la liberté, de compétition, de concurrence entre les différentes entreprises.
Je vais vous poser une dernière question, Alain, parce que je sais à quel point vous connaissez profondément ce sujet. Moi, j'ai passé une bonne partie, une vingtaine d'années de ma vie dans le monde de la musique où l'écosystème était très clair. Un artiste se faisait signer par un label, une compagnie de disques. La compagnie de disques faisait l'album, envoyait des 45 tours qui étaient prévus à cet effet pour peut-être une vente au détail, mais surtout pour être diffusés à la radio. Il y avait un petit mot sur l'étiquette de disque qui disait « Toute diffusion de ce phonogramme est interdite ». Mais en réalité, c'était une entente tacite. Tout le monde faisait jouer la musique à la radio. Et là, la radio recevait avec des auditeurs, faisait donc des publicités, se faisait payer pour ça. Et avec la SOCAN, il y avait comme une espèce d'échantillonnage qui faisait que l'argent publicitaire revenait en partie, en fragments, bien sûr, aux différents auteurs, compositeurs, ayant droit du contenu qui était diffusé. Évidemment, je parle d'une radio musicale. C'est la même chose. Si, ultimement, il y a un animateur dans une station de radio puis il y a des revenus publicitaires, son salaire, il vient, entre autres, des ventes publicitaires. Si on considère que le contenu, donc, a une valeur dans les réseaux sociaux, ce sont les gens qui soumettent, comme YouTube, eux se sont filmés, ils ont mis leurs vidéos avec leur chat, leur chien, la planche de surf, la situation comique, le fait qu'ils sont en haut du Machu Picchu avec un skateboard. Tout ça, c'est le contenu que nous fournissons gratuitement. Comment ces plateformes-là font de l'argent? Et est-ce qu'on pourrait imaginer on a signé un papier, un consentement comme qu'on donne notre contenu gratuitement. On ne recevra jamais de redevance parce que notre vidéo de nous qui marchons sur le Machu Picchu a été très populaire. Oui, mais à l'époque, Pierre, où vous étiez dans le milieu de la musique, il existait une chaîne normale, si on veut, d'étapes à franchir pour pouvoir partir de la création puis à la publication ou à la diffusion d'une œuvre. Mm-hmm. Aujourd'hui, cette chaîne-là, elle est brisée complètement. Vous avez raison de mentionner YouTube, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que vous pouvez avoir effectivement des artistes qui vont décider par eux-mêmes de faire leur propre production, de faire leur propre montage, leur propre distribution à venir et passer par YouTube parce que YouTube est devenu la porte d'entrée la plus importante pour ce qui est de la musique au Québec. Alors, par conséquent, des groupes comme Alpha Rococo, ils vont eux-mêmes s'autoproduire et essayer de se retrouver donc sur YouTube, sur les autres plateformes. Maintenant, il est possible de pouvoir obtenir rétribution de YouTube, mais sauf que, comme on dit dans le langage, c'est vraiment des peanuts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose que vous pouvez obtenir dans ce cas-là. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'il y ait une entente qui soit établie, réglementée, pour obliger ce qui se retrouve sur les réseaux sociaux, ce qui se retrouve sur les plateformes numériques comme YouTube. On applique les mêmes règles de droit d'auteur qu'on le faisait lorsqu'il s'agissait d'un disque ou s'il s'agissait d'un livre. Il faut absolument avoir ce qu'on appelle des droits. Lorsque les droits d'auteur s'appliquent à une certaine étape dans le monde traditionnel, on puisse les déverser, ces droits-là, dans l'univers numérique. Tout à fait. Là-dessus, ça va prendre une réglementation. Et parce que je me rappelle que David, peu importe le nom, le chanteur de Alpha Rococo, le gars dans le duo, me disait l'autre jour, David Merci, me disait que si, par exemple, lorsqu'une chanson jouait à la radio FM, ça lui avait valu des droits d'auteur d'exécution publique, dont on parlait en début de cet échange, d'à peu près, il avait déjà fait 16 000 $ pendant qu'il y avait un gros succès qui jouait beaucoup à la radio, en même temps, parce que ça existait à un moment donné, en même temps, il y avait Spotify, puis pour la même pièce, je pense qu'il avait touché 1,60. Fait que ça donne une idée à quel point le ratio est pas possible. Est-ce qu'en terminant là-dessus, M. Saunier, Alain, est-ce qu'on peut dire que la législation sur ça, précisément, avance bien? Je pense qu'il y a des choses qui commencent à être faites par la loi C11 sur la loi sur la radiodiffusion. Éventuellement, YouTube sera obligé de se conformer à cette loi-là. On verra, mais c'est certain qu'on est au tout début d'un processus d'encadrement et de réglementation, mais il est certain que toutes les plateformes numériques dans le domaine de la musique et dans les autres domaines, les réseaux sociaux, devront se conformer éventuellement à un encadrement et une réglementation pour l'ensemble du Canada, puis au Québec en particulier, parce que nous, comme je l'ai souvent exprimé, on est vraiment une petite minorité francophone. On disait ça en Amérique du Nord, mais maintenant, on est une petite minorité francophone dans l'univers numérique. Et là, c'est l'ensemble de la planète. Alors, comment se tailler une place là-dessus, c'est véritablement un grand défi.
Bon, ben, il va falloir continuer de pousser le législateur, comme on dit, nos hommes et nos femmes politiques à ce sujet-là, parce qu'on est en retard sur la technologie. Alain Soignier, merci beaucoup de tenir vigie là-dessus. Et je rappelle que Alain Soignier était professeur en communication à l'Université de Montréal et ex-directeur général de l'information de Radio-Canada. Allez voir son livre « Les barbares numériques ». Merci. Au revoir. Merci.